Une note, quelques lignes, transmises à l'été 2025. Un renseignement décrit par ceux qui l'ont reçu comme très fiable. Pas une rumeur de cité, pas une confidence de comptoir. Une information jugée suffisamment solide pour qu'une enquête judiciaire soit ouverte. À Marseille, pour association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime. L'objet de cette note tient en une phrase. Un jeune homme de 22 ans, connu de toute la France pour son combat contre le narcotrafic, serait visé par un projet d'assassinat. Ce jeune homme s'appelle Amine Kessassi. Il a déjà enterré un frère. Il vient d'écrire un livre pour lui, et la République, informée du danger, prend une décision qui paraît sage. Elle le place sous protection policière et lui conseille de quitter Marseille. Elle protège l'homme. Elle ne protège pas la famille. Le 13 novembre 2025, en plein après-midi, dans le 4e arrondissement de Marseille, à quelques pas d'une pharmacie, sur un rond-point que des milliers d'automobilistes traversent chaque jour sans le voir, un autre jeune homme est abattu au volant de sa voiture. Il a 20 ans. Il n'a aucun casier judiciaire. Il n'a rien à voir avec le trafic de stupéfiants. Il préparait le concours de gardien de la paix. Il voulait entrer dans la police. Il s'appelle Mehdi Kessassi. C'est le petit frère. Bienvenue dans le dossier. Comment un État peut-il savoir qu'une famille est menacée? Ouvrir une enquête sur ce projet criminel, exfiltrer l'un de ses membres et laisser les autres dehors. Comment un ordre de mort peut-il être donné, selon les enquêteurs, depuis l'intérieur d'une prison française, c'est-à-dire depuis le seul endroit du territoire que l'État contrôle intégralement? Pourquoi dans ce pays, faut-il qu'un garçon de 20 ans tombe pour qu'on appelle enfin les choses par leur nom? Et surtout, à qui profite que rien ne change? Dans ce dossier, on ne va pas vous raconter des monstres, on va vous montrer un système qui a lâché. On va reprendre la chronologie, document par document, déclaration officielle par déclaration officielle. On va suivre l'argent, parce que la violence n'est que le symptôme, et que l'argent est la maladie. On va comprendre pourquoi un assassinat de ce type coûte, en réalité, très peu cher à ceux qui le commandent, et pourquoi il coûte si cher à tout le monde. Et on va poser la seule question qui vaille. Comment a-t-on laissé la France en arriver là? Il y a des lieux qui ne devraient jamais entrer dans l'histoire. Le rond-point Claudie Darcy, dans le 4e arrondissement de Marseille, est de ceux-là. Ce n'est pas un point de deal. Ce n'est pas une cité enclavée. Ce n'est pas l'un de ces endroits que les reportages filment au drone en musique menaçante. C'est un rond-point ordinaire, dans un quartier ordinaire, avec une pharmacie, des commerces, des passants, des poussettes, des scooters de livraison. Le genre d'endroit où l'on se gare pour une course de 5 minutes. Le 13 novembre 2025, en plein jour, Mehdi Kessassi se gare là. Il vient de couper le moteur. Selon les déclarations publiques du procureur de la République de Marseille, une moto s'approche du véhicule. Le passager arrière ouvre le feu à plusieurs reprises avec une arme de poing de calibre 9 mm. La moto repart. Tout cela prend quelques secondes. Quelques secondes qui vont fracturer un pays. Nous ne décrirons pas ce que les secours ont trouvé. Ce n'est pas notre rôle et ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est ce qui vient après. Les rubans, les relevés, les douilles récupérées sur l'asphalte, les caméras de vidéosurveillance dont on va extraire les images, les témoins qui n'ont rien vu ou qui préfèrent n'avoir rien vu, et un père qui apprend, à quelques années d'intervalle, qu'il vient de perdre un deuxième fils. Dans les heures qui suivent, une chose frappe les enquêteurs. Elle est si inhabituelle qu'elle devient immédiatement l'axe de l'enquête. La victime est totalement inconnue des services de police. Pas d'antécédents, pas de lien avec les réseaux, pas d'affaires de stupéfiants, pas d'armes, pas de fréquentation compromettante. Rien. Le procureur de Marseille, Nicolas Besson, le dira publiquement, Mehdi Kessassi n'avait rien à voir avec le trafic. Il indiquera aussi que le jeune homme visait un concours de gardien de la paix. 20 ans, un dossier vierge et l'ambition d'entrer dans la police nationale. Arrêtons-nous là une seconde, parce que tout le dossier est contenu dans ce détail. Depuis 3 décennies, on nous répète que la violence du narcotrafic est une violence fermée, une violence entre eux, des règlements de compte, un vocabulaire de faits divers, des victimes que l'on classe très vite dans une catégorie qui rassure, connue des services de police. Cette formule, on l'entend à chaque fusillade marseillaise. Elle est devenue une anesthésie collective. Elle permet de tourner la page, de baisser le son, de se dire que cela ne nous concerne pas.
Le 13 novembre 2025, la formule ne fonctionne plus. Il n'y a rien à classer. Il n'y a rien à minimiser. Il y a un garçon de 20 ans, sans histoire, tué en pleine rue, en plein jour, dans un quartier ordinaire. Et une seule explication possible pour les enquêteurs, il n'était pas la cible en tant que personne. Il était la cible en tant que frère. Selon le parquet, l'hypothèse principale retenue dès les premiers jours est celle d'un crime d'intimidation. Un message, une démonstration. On ne tue pas Mehdi Kessachi parce qu'il gênait quelqu'un. On tue Mehdi Kessachi pour atteindre quelqu'un d'autre. Et cet autre, c'est son frère aîné, Amine, 22 ans, militant, écrivain, figure nationale de la lutte contre le narcotrafic. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, emploiera publiquement les mots de crime d'intimidation. Le gouvernement parlera de point de bascule. Le procureur de Marseille, lui, aura cette phrase que l'on devrait graver au fronton de tous les ministères concernés. Si cette hypothèse se confirme, cela signifie qu'un seuil a été franchi et que l'on revient à des périodes terribles de notre histoire, où l'on tuait des gens simplement parce qu'ils appartenaient à une famille avec laquelle on avait un différend. Un seuil, le mot est juste, mais un seuil, cela ne se franchit pas d'un coup. Cela s'atteint lentement, marche après marche, budget après budget, rapport parlementaire après rapport parlementaire. Un seuil, c'est toujours l'aboutissement d'une longue série de renoncements que personne n'a jamais assumés. Alors posons la question qui va nous servir de boussole pendant tout ce dossier. Ce jour-là, à Marseille, qui a échoué exactement? Les tueurs présumés ont fait ce que font les tueurs. Ce n'est pas une surprise. Ce n'est même pas une information. La vraie information, l'information dérangeante, c'est que l'État français savait qu'une famille était menacée, qu'il l'avait écrit noir sur blanc, qu'il avait ouvert une procédure pour cela, et que le 13 novembre 2025, il n'y avait personne autour de Mehdi. Je n'étais pas là, mais les documents, les communiqués et les chiffres, eux, y étaient. Pour comprendre pourquoi Mehdi Kessachi est mort, il faut remonter 5 ans en arrière. Et il faut accepter une chose désagréable. Cette famille avait déjà payé une fois. Décembre 2020, Marseille. Une affaire criminelle qui, à l'époque, ne fait pas la une nationale plus de quelques jours, parce qu'elle ressemble à des dizaines d'autres. Un homme de 22 ans est tué. Son corps sera retrouvé dans un véhicule incendié. À Marseille, le procédé porte un surnom que la ville prononce sans même y penser, tant il est entré dans le vocabulaire courant. Ce mot, nous ne le répéterons pas avec complaisance. Retenez seulement ceci. C'est une méthode qui vise à effacer la victime, à effacer les traces, à effacer l'enquête. Une méthode qui dit, à elle seule, le degré d'impunité auquel on est arrivé. Cet homme s'appelait Brahim. C'était le demi-frère d'Amine Kessachi. Selon les éléments rendus publics, il était lui entré dans le trafic. Amine l'a toujours dit, publiquement, sans détour, sans chercher à embellir l'histoire de sa propre famille. Il l'a raconté dans la presse. Il l'a écrit. Il ne s'est jamais présenté comme le frère d'un innocent absolu. Il s'est présenté comme le frère d'un garçon happé par une machine. Et c'est précisément ce qui donne à sa parole sa force et sa légitimité. Amine Kessachi a 17 ans quand cela arrive. Lycéen. Il aurait pu faire ce que font la plupart. Se taire, encaisser, partir ou entrer à son tour dans l'engrenage. Il choisit l'inverse. Il fonde une association, Conscience, destinée à aider les jeunes des quartiers populaires marseillais à échapper à l'emprise des réseaux. Il devient, en quelques années, l'une des voix les plus écoutées du pays sur le sujet. Il parle dans les médias nationaux. Il est reçu par des ministres. En juin 2023, il prend la parole lors d'une réunion à laquelle participe le président de la République. En 2024, il se présente aux élections législatives à Marseille et il échoue de très peu au second tour. En octobre 2025, il publie un livre, une longue lettre posthume adressée à son frère disparu, qui raconte la vie et la mort en terre de narcotrafic. Regardez bien cette trajectoire, parce qu'elle est le cœur du dossier. Ce garçon fait exactement ce que la République demande à un citoyen de faire. Il ne prend pas les armes, il n'organise pas de milice, il ne bascule pas dans la haine. Il s'organise, il crée une association, il écrit, il se présente à des élections, il parle, il utilise les outils de la démocratie, tous les outils, dans l'ordre jusqu'au bout. Et c'est précisément pour cela qu'il devient une cible. Marquons ici une pause, parce qu'on ne comprend pas Marseille sans son histoire,
et qu'on ne comprend pas ce dossier sans Marseille. Cette ville n'est pas devenue une place forte du trafic par accident, et surtout pas par un défaut de ses habitants. Elle l'est devenue par géographie et par abandon. La géographie d'abord. Marseille est un grand port méditerranéen, adossé à l'Espagne et au Maroc, ouvert sur les routes du cannabis, et branché, depuis 15 ans, sur le flux de cocaïne qui inonde l'Europe entière. L'abandon ensuite. Des quartiers construits vite, mal desservis, où l'école a reculé, où les services publics se sont raréfiés, où le taux de pauvreté atteint des niveaux que l'on ne tolérerait dans aucune capitale européenne. Dans les années 60 et 70, la ville avait déjà connu une organisation criminelle mondialement célèbre, qui raffinait l'héroïne et l'expédiait vers les États-Unis. Elle avait laissé une réputation, un imaginaire, et surtout une leçon que personne n'a retenue. Quand un territoire devient un nœud logistique du trafic international, l'argent ne repart jamais entièrement. Il s'installe, il achète, il recrute, il finit par faire partie du décor. Ce qui a changé depuis 10 ans, ce n'est pas la présence du trafic, c'est son volume et sa violence. La cocaïne a fait exploser les marges, et l'explosion des marges a fait exploser les guerres de territoire. Ce ne sont plus des équipes de quartier qui se disputent une rue, ce sont des structures qui se disputent un chiffre d'affaires. Et quand le chiffre d'affaires atteint des dizaines de millions d'euros par an et par réseau, la violence n'est plus une bavure, elle devient une stratégie d'entreprise. Les chiffres marseillais des dernières années racontent cela mieux que n'importe quel discours. Des dizaines de morts par an dans le seul département des Bouches-du-Rhône. Des victimes de plus en plus jeunes. Des balles perdues qui atteignent dans leur chambre des habitants qui n'avaient rien demandé. Et le pays connaît le prénom d'une jeune femme tuée ainsi, à Marseille, dans son propre logement, sans jamais avoir eu le moindre lien avec les réseaux. Chacun de ces morts a été suivi d'une déclaration officielle. Chacun de ces morts a été suivi d'une promesse. Et à chaque fois, le marché a rouvert le lendemain. C'est dans cette ville-là, avec cette histoire-là, que grandit la famille Kessassi. C'est dans cette ville-là qu'un lycéen de 17 ans décide, après l'assassinat de son frère, de ne pas se venger, mais de s'organiser. Il faut mesurer ce que signifie cette phrase. Dans une démocratie qui fonctionne, celui qui utilise les moyens légaux est protégé par la loi. C'est même la définition minimale d'un état de droit. La parole ne se paie pas au prix du sang. Quand un jeune homme de 22 ans doit porter un gilet pare-balles pour enterrer son propre frère, et c'est bien ce que la presse a documenté lors des obsèques de Mehdi, ce n'est plus un fait divers. C'est un indicateur constitutionnel. C'est le thermomètre d'un pays. À partir de 2025, les menaces montent. Elles ne sont pas fantasmées. Elles ne sont pas déduites après coup. Elles sont documentées. Elles remontent au service. Elles sont prises au sérieux. Et elles vont déclencher une réaction officielle. Le procureur de Marseille dira publiquement qu'Amine Kessassi était la cible de menaces et de pressions intenses, et qu'il avait été placé sous protection policière. L'État savait. Écrivez cette phrase quelque part, parce que nous allons y revenir tout au long de ce dossier. L'État savait. Ce qu'il faut comprendre, c'est le calcul froid que révèle ce basculement. Pendant des décennies, les organisations criminelles marseillaises ont appliqué une règle non écrite. On ne touche pas à ceux qui ne sont pas dans le jeu. Pas par morale, évidemment. Par intérêt. Toucher un civil, c'est déclencher une réaction de l'État. Toucher un civil, c'est mauvais pour le commerce. Cette règle était le dernier vestige d'un ordre criminel qui savait qu'il avait des limites à ne pas franchir. En novembre 2025, cette règle vole en éclats. Et si elle vole en éclats, ce n'est pas parce que les criminels sont devenus fous. C'est parce qu'ils ont calculé que le coût de la transgression était devenu inférieur au bénéfice. C'est-à-dire, en langage clair, parce qu'ils n'ont plus peur. C'est là que commence vraiment le dossier. Pas dans la barbarie, dans le calcul. Et un calcul, cela s'analyse. Reprenons la note, celle par laquelle nous avons ouvert ce dossier. À l'été 2025, selon les informations rendues publiques par la presse et confirmées dans leurs grandes lignes par les autorités, un renseignement parvient au service. Il est décrit comme très fiable. Il évoque un projet d'assassinat visant Amine Kessassi. Ce n'est pas une note vague sur un climat de tension. C'est une alerte assez précise et assez crédible pour qu'une enquête judiciaire soit ouverte du chef d'association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime. Autrement dit, la justice française considère officiellement qu'un groupe de personnes s'organise pour tuer un militant.
Que fait l'État? Il fait quelque chose. Il ne reste pas les bras ballants. Et il serait malhonnête de le prétendre. Amin Kessachi est placé sous protection policière. On lui conseille de quitter Marseille. On l'exfiltre. On protège l'homme qui parle. 3 mois plus tard, son frère de 20 ans est abattu dans une rue de Marseille. Alors une question s'impose, et elle est brutale. Quand un service de renseignement écrit qu'un homme risque d'être assassiné par une organisation criminelle qui a déjà tué dans sa famille, à quel moment quelqu'un, quelque part, se demande-t-il ce qui va arriver à ceux qui restent? La réponse officielle est connue. Elle a été donnée par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, quelques jours après les faits. En substance, la famille est désormais protégée, mais nous n'avions pas d'alerte qui nous aurait permis d'engager cette protection auparavant. Cette phrase mérite qu'on la démonte lentement, parce qu'elle est le concentré de tout ce que ce dossier veut vous montrer. D'abord, ce que la phrase reconnaît. Elle reconnaît qu'il existe 2 régimes, un régime pour la cible identifiée et un régime pour son entourage. Le premier est activé sur alerte, le second apparemment n'existe pas, ou alors il existe seulement après le drame. La protection de la famille Kessachi a été annoncée à l'Assemblée nationale, par le gouvernement, dans les jours qui ont suivi l'assassinat. Après, toujours après. Ensuite, ce que la phrase suppose. Elle suppose qu'une organisation criminelle qui veut atteindre un homme s'en prendra à cet homme. C'est-à-dire qu'elle suppose une rationalité de duel, une logique de cible unique. Or, cette logique est précisément celle que le narcotrafic a abandonnée. La logique mafieuse, la vraie, celle que l'Italie connaît depuis un siècle, n'est pas une logique de duel. C'est une logique de message. On ne frappe pas celui qui parle. On frappe ce à quoi il tient, pour que tous les autres, ceux qui voudraient parler demain, comprennent le tarif. La punition doit être visible, disproportionnée et injuste. C'est l'injustice qui fait la terreur. Un système qui n'a pas intégré cela dans sa doctrine de protection n'a pas simplement une faille technique. Il a une faille de compréhension. Enfin, ce que la phrase révèle. Elle révèle qu'en France, à la fin de l'année 2025, il n'existait pas de dispositif clair, automatique, budgété, pour protéger l'entourage d'un lanceur d'alerte civil menacé par la criminalité organisée. Pas de statut, pas de procédure standard, pas d'équivalent pour les familles de ce que l'on met en place pour un témoin sous protection judiciaire. La loi du 13 juin 2025, celle qui devait sortir la France du piège du narcotrafic, a pourtant renforcé la protection des témoins, des victimes, des enquêteurs et des informateurs. Elle a créé un statut d'infiltré civil pour les repentis. Elle a inventé le dossier coffre, inspiré du droit belge, pour que les techniques spéciales d'enquête ne soient pas exposées dans la procédure. Elle a pensé à beaucoup de monde. Elle n'a pas pensé aux frères. Ne nous méprenons pas sur le sens de cette critique. Il ne s'agit pas de désigner un fonctionnaire, un policier de terrain, un magistrat surchargé. Les policiers marseillais qui travaillent sur ces dossiers travaillent avec des effectifs comptés et des délais impossibles. Il s'agit de désigner une architecture. Une architecture qui protège l'individu médiatique et laisse dehors les 6 ou 7 personnes qui portent le même nom que lui. Une architecture qui réagit à l'alerte et jamais au risque. Une architecture qui, structurellement, arrive en retard. Et voici ce qui devrait nous glacer. Cette architecture n'est pas défaillante par accident. Elle est défaillante par arbitrage. Protéger une personne 24 heures sur 24 coûte cher. Cela mobilise des agents, des véhicules, des logements, des relèves. Protéger une famille entière coûte plusieurs fois plus cher. Multiplié par toutes les familles menacées en France, dans les quartiers où le trafic s'est installé, et vous obtenez une facture que personne n'a jamais voulu inscrire dans un budget. Ce refus n'a jamais été annoncé publiquement. Il n'a jamais été voté. Il a simplement été pratiqué. Quand l'État sait et ne fait rien, ce n'est plus un drame. C'est une décision. Il y a une autre dimension, plus troublante encore, dans la réponse de l'État à l'été 2025. On a conseillé à Amin Kessachi de quitter Marseille. Réfléchissez à ce que cela signifie. La République, informée qu'une organisation criminelle veut tuer l'un de ses citoyens sur le sol national, n'a pas d'abord répondu « Nous allons neutraliser cette organisation, la démanteler, arrêter ceux qui préparent ce crime et vous permettre de vivre chez vous. » Elle a répondu « Partez ». Ce n'est pas une trahison. C'est probablement, à l'échelle d'un service,
la décision la plus rationnelle et la plus protectrice possible avec les moyens disponibles. Mais si vous prenez de la hauteur, si vous regardez le pays et non plus le dossier, ce conseil dit quelque chose d'énorme. Il dit que, dans certaines rues de la deuxième ville de France, l'État ne se juge plus capable de garantir la sécurité d'un homme qui parle. Il dit que la solution la plus sûre, aux yeux de l'institution elle-même, est le départ de la victime plutôt que le retrait de la menace. Un État qui demande à celui qui parle de s'en aller n'a pas seulement échoué à le protéger, il a organisé le silence. Et si vous pensez que c'est une exagération, regardez ce qui s'est passé chez nos voisins, parce que la France n'invente rien, elle rejoue, avec quelques années de retard, une partition déjà écrite. Aux Pays-Bas, en septembre 2019, un avocat a été abattu devant son domicile, à Amsterdam. Il défendait un témoin dans une procédure visant une organisation criminelle liée au trafic de cocaïne. Moins de 2 ans plus tard, en juillet 2021, un journaliste néerlandais parmi les plus connus du pays, qui accompagnait ce même témoin et qui avait passé sa vie à enquêter sur le crime organisé, était attaqué en pleine rue, en plein centre d'Amsterdam, à la sortie d'un studio de télévision. Il n'a pas survécu. Un avocat, un journaliste, puis, dans le même dossier, des menaces contre des magistrats, contre des élus, jusqu'au plus haut niveau de l'État néerlandais. Les Pays-Bas, ce n'est pas un pays lointain. C'est une démocratie européenne riche, stable, avec une police moderne et une justice réputée. Et pourtant, en quelques années, une organisation criminelle enrichie par la cocaïne y a franchi, l'un après l'autre, tous les seuils que l'on croyait infranchissables. Tuer celui qui défend, tuer celui qui raconte, menacer celui qui juge. L'Italie, elle, connaît cette grammaire depuis un siècle. Elle a payé pour l'apprendre, avec les noms de ses juges, de ses journalistes, de ses policiers, de ses simples citoyens. Et elle en a tiré des conclusions institutionnelles que la France n'a jamais osé tirer. Une législation anti-mafia spécifique, une confiscation massive des patrimoines, un régime carcéral d'isolement pour les chefs, un statut solide de repentis, et surtout un principe simple. Protéger d'abord ceux qui parlent, y compris leurs proches, y compris avant qu'il ne soit trop tard. Le 13 novembre 2025, la France a franchi le premier de ces seuils. Elle a tué celui qui n'était rien dans l'affaire, pour faire taire celui qui parlait. La seule question qui vaille, désormais, est de savoir si elle compte attendre le 2e et le 3e. Passons à ce que l'enquête a mis au jour. Et faisons-le avec une rigueur absolue, parce qu'à partir de maintenant, nous parlons de personnes mises en cause, présumées innocentes tant qu'elles n'ont pas été jugées. Très vite, un nom revient dans les investigations. La presse française l'a désigné par son prénom et l'initiale de son nom, Amine O. 31 ans, également connu sous plusieurs surnoms. Selon les éléments rapportés par la presse et les investigations menées par la police judiciaire marseillaise, il est présenté comme l'une des figures historiques de la DZ Mafia, l'organisation criminelle qui s'est imposée ces dernières années sur une large part du trafic de stupéfiants marseillais. Il serait, selon la piste privilégiée par les enquêteurs, le commanditaire présumé de l'assassinat de Mehdi Kessachi. Précisons immédiatement, parce que c'est un point non négociable, cet homme conteste toute implication dans les faits. Il n'a pas été jugé pour ce crime. À ce stade, il s'agit d'une hypothèse d'enquête, et le principe de la présomption d'innocence s'applique pleinement. Mais il y a un fait, lui, qui n'est pas une hypothèse, et qui suffit à faire vaciller le pays. Au moment où le contrat aurait été lancé, à l'été 2025, selon les éléments rapportés par plusieurs médias, cet homme n'était pas en fuite. Il n'était pas dans une villa à Dubaï, ni dans un appartement de Tanger, ni dans une planque des quartiers nord. Il était incarcéré dans une prison française. Il l'était depuis plusieurs années, mis en examen et détenu dans le cadre d'une autre procédure criminelle. Une procédure qui concerne, précisément, le triple assassinat de décembre 2020 dans lequel a péri le demi-frère d'Amine Kessachi. Reprenez cette phrase et laissez-la vous faire mal. L'homme soupçonné d'avoir ordonné la mort du deuxième frère était détenu par l'État pour l'assassinat du premier. Voilà. Voilà le dossier. Voilà, en une phrase, ce qui ne va pas dans ce pays. Le seul endroit du territoire national où l'État exerce un contrôle total, permanent, physique, budgété, sur un individu, la prison,
est aussi l'endroit d'où, selon les enquêteurs, un ordre de mort aurait été transmis vers une rue de Marseille. Ce n'est pas une anomalie isolée. C'est un phénomène documenté depuis des années, décrit par les rapports parlementaires, par les syndicats pénitentiaires, par les magistrats spécialisés. Des téléphones portables entrent massivement dans les établissements. Des dizaines de milliers sont saisis chaque année dans les prisons françaises. Des messageries chiffrées fonctionnent depuis des cellules. Des réseaux entiers continuent d'être pilotés derrière les murs avec une efficacité qui ne se dégrade pas, parfois même une efficacité supérieure parce que le détenu, lui, a du temps, une protection physique relative et une légitimité criminelle renforcée par sa condamnation. Cette réalité, la loi du 13 juin 2025 a prétendu l'attaquer. Elle a créé des quartiers de haute sécurité destinés aux profils les plus dangereux de la criminalité organisée. Le premier est entré en service à Vendin-le-Vieil à l'été 2025. Le second à Condé-sur-Sarthe dans l'Orne à l'automne. L'idée est simple, et elle est bonne. Isoler, brouiller, couper les canaux de communication, empêcher que la détention devienne un poste de commandement. Et que se passe-t-il quelques jours après l'assassinat de Mehdi Kessachi? Le suspect présumé est transféré vers Condé-sur-Sarthe. Après, toujours après. C'est le rythme même de ce dossier, et vous devez le repérer, parce qu'il structure toute l'action publique française sur le narcotrafic depuis 20 ans. On sait, on écrit un rapport, on alerte, on attend. Il se passe quelque chose d'insoutenable. On réagit, on légifère, on annonce, et le train continue. Ce que la mort de Mehdi Kessachi démontre, ce n'est pas que la loi de juin 2025 était mauvaise. Beaucoup de ces outils sont sérieux. C'est qu'elle est arrivée trop tard et qu'elle s'applique trop lentement pour un adversaire qui, lui, s'adapte en quelques semaines. Entre le vote d'une loi et son effet réel dans une rue du 4e arrondissement de Marseille, il y a un délai. Ce délai, ce n'est pas de la technique administrative. C'est un espace. Et dans cet espace, quelqu'un meurt. Il faut dire ici un mot de la DZ Mafia, sans romantisme et sans complaisance. Ce n'est pas une famille au sens sicilien. Ce n'est pas une structure pyramidale avec un parrain, un conseil et des rituels. C'est une marque, une franchise criminelle née dans les quartiers marseillais qui a réussi à imposer un nom, à fédérer des équipes, à absorber des points de vente et surtout à industrialiser la sous-traitance de la violence. On n'y monte pas par ancienneté, on y monte par résultat. Et une organisation qui fonctionne par résultat obéit à une seule loi, celle du profit. Ce qui nous amène au cœur du dossier. On suit l'argent. Parce qu'un assassinat n'est jamais une explosion de rage. C'est une ligne comptable. Et tant que l'on regardera ce dossier comme une tragédie humaine, on ne comprendra rien. Il faut le regarder comme ce qu'il est aussi, une décision d'entreprise. Commençons par la taille du marché, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Selon l'Office anti-stupéfiants, la vente de drogue en France représentait, pour l'année 2023, un chiffre d'affaires estimé autour de 3 milliards d'euros. La commission d'enquête du Sénat sur l'impact du narcotrafic, dont les conclusions ont été publiées au printemps 2024, a retenu une fourchette allant de 3,5 milliards à 6 milliards d'euros par an. Des travaux plus récents de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives poussent l'estimation encore plus haut, jusqu'à des ordres de grandeur approchant les 10 milliards d'euros. Retenez la fourchette basse, si vous voulez rester prudent, 3,5 milliards d'euros, chaque année, en France. Et retenez ceci, qui est peut-être le chiffre le plus important de tout ce dossier, selon les estimations reprises par les travaux publics, environ 240 000 personnes vivraient, directement ou indirectement, de ce trafic, dont plus de 20 000 à temps plein. Le nombre de points de vente sur le territoire national est estimé autour de 3 000. À Marseille seul, on en recensait plus de 120 il y a quelques années, et chaque opération coup de poing en a vu réapparaître ailleurs. 240 000 personnes. Ce n'est plus un phénomène criminel. C'est un employeur. Descendons maintenant d'un cran, du national au local, parce que c'est là que les chiffres deviennent obscènes. Au printemps 2026, les autorités ont démantelé à Marseille, après près de 2 ans d'investigation, un réseau implanté dans une cité des quartiers nord. Selon les estimations des enquêteurs relayées par la presse, cette seule organisation générait environ 16 500 000 euros par an.
Rapporté à la journée, cela représente de l'ordre de 45 000 € par jour, pour un seul réseau, dans une seule cité, d'une seule ville. 45 000 € par jour, c'est plus que le salaire annuel médian d'un Français. Chaque matin, avant l'ouverture des bureaux, un point de deal marseillais peut produire l'équivalent d'une année de travail d'un citoyen ordinaire. Maintenant, faites le calcul que font ceux d'en face. Combien coûte un tueur à Marseille ? Les procédures judiciaires françaises des dernières années ont documenté ce marché avec une précision qui a stupéfié les magistrats eux-mêmes. On y trouve des contrats proposés pour quelques milliers d'euros, des annonces diffusées sur des réseaux sociaux avec un tarif, une cible, un délai. Des exécutants recrutés à distance qui ne connaissent ni le commanditaire, ni parfois la ville où ils vont opérer, et qu'on transporte par le train. Certains sont majeurs de quelques mois, certains ne le sont pas. Vous avez donc d'un côté une organisation dont un seul point de vente peut rapporter des dizaines de milliers d'euros par jour, et de l'autre, un homicide dont le coût direct se compte en milliers d'euros. Le rapport est écrasant. Tuer, pour ces structures, est l'investissement le moins cher de leur bilan. C'est une dépense marginale. C'est une ligne de frais généraux. Et que rapporte cet investissement ? Il rapporte du silence. Il rapporte de la peur. Il rapporte l'assurance qu'aucun habitant ne parlera à la police, qu'aucun commerçant ne refusera de blanchir, qu'aucun jeune ne quittera le réseau, et qu'aucun militant ne viendra plus expliquer aux caméras nationales comment fonctionne la machine. Le silence est le premier actif d'une organisation criminelle. Il vaut plus cher que la marchandise, parce que sans lui, la marchandise ne circule pas. Vu sous cet angle, l'assassinat d'un jeune homme de 20 ans qui n'avait rien à voir avec le trafic n'est pas un acte de folie. C'est une opération de communication à destination d'un marché. Et son message est simple. Parlez, et nous n'irons pas vous chercher, vous. Nous irons chercher les vôtres. C'est ici que l'argent cesse d'être une statistique et devient une doctrine. Mais remontons encore, parce que l'argent ne naît pas sur un rond-point marseillais. Il naît beaucoup plus haut, et il entre en Europe par des endroits que la plupart des citoyens n'ont jamais visités. La cocaïne qui alimente le marché français ne tombe pas du ciel. Elle traverse l'Atlantique, dissimulée dans des conteneurs, mêlée à des cargaisons de bananes, de café, de bois, de pièces détachées. Elle entre par les grands ports du nord de l'Europe et par ceux du sud. Les saisies portuaires européennes se comptent, désormais, en dizaines de tonnes par an et par port. Et il faut le dire clairement, parce que c'est un chiffre que tout le monde préfère oublier. Ce qui est saisi ne représente qu'une fraction de ce qui passe. Personne, dans aucune administration européenne, ne prétend le contraire. Un conteneur, c'est une boîte d'acier parmi des millions. Un grand port européen en traite un volume tel qu'il serait physiquement impossible de tous les ouvrir sans paralyser l'économie du continent. Les organisations criminelles ont compris cela avant les gouvernements. Elles n'attaquent pas les douanes de front, elles achètent l'intérieur. Un docker, un grutier, un agent de sécurité, un employé du système informatique portuaire qui donne un code de sortie. Le montant proposé pour un simple accès dépasse parfois plusieurs années de salaire. C'est ce que les magistrats appellent la corruption logistique, et c'est le maillon le plus sous-estimé de toute la chaîne. Parce que sans elle, rien ne rentre. Et parce qu'elle ne touche pas des criminels, elle touche des salariés ordinaires, à qui l'on propose une somme que la vie légale ne leur offrira jamais. Voilà l'écosystème. En amont, des ports poreux et des complicités achetées. Au milieu, des grossistes et des transporteurs. En bas, des points de vente qui produisent du liquide en flux continu. Et tout au bout, dans une rue du 4e arrondissement de Marseille, un garçon de 20 ans qui n'avait rien à voir avec tout cela. Entre le conteneur et le rond-point, il y a des milliers de kilomètres, des dizaines d'intermédiaires et une seule chose qui circule sans jamais s'arrêter, l'argent. Continuons à suivre la piste. 3,5 milliards d'euros par an, au minimum, ne restent pas dans des sacs de sport. Ils doivent entrer dans l'économie légale, sinon ils ne valent rien. C'est la loi d'airain de toute organisation criminelle. L'argent sale n'a de valeur que le jour où il devient propre. Et il devient propre en France, chez nous, dans nos rues, à travers des commerces, des sociétés écrans, des rachats de fonds, des travaux immobiliers, des locations de véhicules, des salles de sport, des instituts, des restaurants qui ne désemplissent jamais et qui pourtant
n'ont jamais de clients. La loi du 13 juin 2025 a pris ce problème au sérieux, il faut le reconnaître. Elle prévoit un gel administratif des avoirs, la possibilité de fermer administrativement des commerces servant de façade, un renforcement de la saisie des biens criminels. Sur le papier, c'est l'arme la plus efficace qui existe. Les organisations criminelles survivent aux arrestations, elles survivent aux condamnations, elles ne survivent pas à la confiscation systématique de leur patrimoine. Toute l'histoire de la lutte anti-mafia italienne le prouve. Mais entre le papier et le terrain, il y a un écart. Et cet écart s'appelle les moyens. Combien d'enquêteurs financiers pour suivre 3,5 milliards d'euros? Combien de magistrats spécialisés capables de démonter un montage international en quelques mois plutôt qu'en quelques années? Combien de temps faut-il à la justice française pour saisir un bien acquis par un prête-nom au Portugal, revendu à une société luxembourgeoise, puis converti en actif numérique? On sait attraper des guetteurs de 16 ans à 6 heures du matin sous les caméras de télévision. On sait beaucoup moins bien attraper le comptable de la structure. Or, le guetteur est remplacé dans la semaine. Le comptable, lui, ne se remplace pas. Voilà pourquoi cette phrase doit rester dans votre tête. La violence est le symptôme, l'argent est la maladie. Chaque fois qu'un ministre annonce une opération spectaculaire dans une cité, demandez-vous une seule chose. Combien d'euros ont été gelés? Combien de biens ont été saisis? Combien de sociétés écrans ont été fermées? Parce qu'un point de deal démantelé rouvre à 300 mètres. Un compte vidé, lui, ne rouvre pas. Et posons enfin la question qui structure tout ce dossier. Si le trafic de stupéfiants produit chaque année, au minimum, l'équivalent du budget de plusieurs ministères, si cet argent s'investit dans l'économie légale d'un pays, si des dizaines de milliers de personnes en dépendent pour vivre, si des commerces, des propriétaires, des intermédiaires, des banques parfois, en tirent un bénéfice indirect, alors qui, exactement, a intérêt à ce que le système continue de fonctionner tel quel? À qui profite que rien ne change? Il y a une catégorie de personnes que ce dossier ne peut pas contourner, et c'est la plus dérangeante de toutes, les exécutants. Parce qu'il faut bien que quelqu'un monte sur la moto. Depuis plusieurs années, les magistrats français décrivent une transformation profonde du marché de la violence criminelle. Autrefois, le tueur était un professionnel, intégré à une équipe, connu de ses commanditaires, lié à eux par des années de loyauté. Aujourd'hui, il est de plus en plus souvent recruté à distance, sur des réseaux sociaux et des messageries, pour une mission unique, contre une somme convenue à l'avance. Il ne sait pas toujours qui le paie, il ne connaît pas toujours la ville. On lui envoie une photo, une adresse, un horaire. Ces exécutants ont une caractéristique statistique qui devrait déclencher un séisme dans ce pays. Ils sont très jeunes, souvent tout juste majeurs. Parfois mineurs, ils viennent de partout en France, pas seulement de Marseille. Ils sont interchangeables, jetables et parfaitement conscients qu'ils seront probablement arrêtés ou éliminés dans les mois qui suivent. Le législateur a fini par s'en apercevoir. La loi du 13 juin 2025 a créé une infraction spécifique de recrutement de mineurs par les réseaux criminels, punie de 7 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Une infraction nouvelle, en 2025, dans un pays où ce phénomène est décrit et documenté depuis au moins une décennie. Là encore, après, toujours après, comprenons bien ce que signifie l'existence de ce marché. Pour qu'une organisation criminelle puisse recruter, en quelques heures, sur un téléphone, un adolescent prêt à tuer un inconnu pour une somme qui ne paierait pas 3 mois de loyer, il faut une conjonction de conditions. Il faut que ce garçon estime que sa vie légale ne lui offrira jamais l'équivalent. Il faut qu'il croie que le risque d'être pris est acceptable. Il faut qu'il pense que personne dans son environnement ne l'arrêtera à temps. Ces 3 conditions ne sont pas des fatalités culturelles. Ce ne sont pas des traits de caractère. Ce ne sont surtout pas les attributs d'une communauté, d'une origine ou d'une religion. Et quiconque vous racontera cela vous vend un mensonge confortable qui a l'immense avantage de dispenser d'analyser le système. Ces 3 conditions sont des résultats. Le résultat d'une école qui décroche, d'un service public qui recule, d'une justice des mineurs saturée, d'une prévention sans budget, d'un contrôle des flux financiers qui n'a jamais été à la hauteur. Un adolescent qui accepte un contrat sur un réseau social n'est pas la preuve que la jeunesse est perdue. C'est la preuve que la protection a disparu avant lui. Et voilà pourquoi cette histoire est une histoire d'État et non une histoire de quartier. Regardez la mécanique complète.
telles que les procédures judiciaires françaises l'ont mise au jour ces dernières années. En haut, des organisateurs, parfois détenus, souvent à l'étranger, qui décident et qui paient. Au milieu, des logisticiens, ceux qui louent le véhicule, qui fournissent l'arme, qui repèrent la cible, qui organisent la fuite, qui font disparaître les traces. En bas, l'exécutant, payé une fraction dérisoire du budget de l'opération et qui portera l'essentiel de la peine. Cette pyramide n'est pas seulement immorale, elle est terriblement efficace, parce qu'elle est conçue pour que la répression frappe la base et n'atteigne jamais le sommet. Le guetteur, le chauffeur, le tireur, ce sont des consommables. La justice les attrape, les juge, les incarcère, et le système enregistre cela comme une victoire. Pendant ce temps, le capital, lui, n'a pas bougé d'un centime. C'est la raison pour laquelle les chiffres de la répression, ces chiffres que l'on brandit chaque année en conférence de presse, ne prouvent rien du tout. On peut interpeller des milliers de personnes, saisir des tonnes de produits, démanteler des centaines de points de deal et constater l'année suivante que le chiffre d'affaires a augmenté. Ce n'est pas un paradoxe, c'est la signature d'un marché en croissance qui absorbe ses pertes. Une entreprise qui grandit accepte de perdre des employés. Une entreprise qui grandit accepte de perdre des stocks. Ce qu'elle n'accepte jamais, c'est de perdre son accès au marché et sa trésorerie. Or, sur ces deux points précis, l'État français n'a, jusqu'à présent, jamais réussi à faire mal. Alors quand un garçon de 20 ans, qui préparait le concours de gardien de la paix, tombe sur un rond-point de Marseille, il ne faut pas seulement regarder la moto, il faut regarder toute la chaîne. Celui qui a tiré, celui qui l'a recruté, celui qui l'a payé, celui qui a fourni l'argent, celui qui a laissé l'argent entrer dans l'économie légale sans jamais poser de questions. Et enfin, il faut regarder ceux qui, depuis 20 ans, écrivent des rapports que personne n'applique. Que devient une enquête comme celle-ci une fois que les caméras sont reparties? C'est une question qu'on ne pose jamais, parce qu'elle n'est pas spectaculaire. Elle est pourtant décisive. L'émotion d'un pays dure une dizaine de jours. Une instruction criminelle dure des années. Et c'est dans cet intervalle, dans ce silence administratif, que se joue la seule chose qui compte pour une famille: savoir. L'affaire Mehdi Kessachi a d'abord été traitée par le parquet de Marseille, qui a ouvert une information judiciaire du chef d'assassinat en bande organisée, autrement dit, un homicide volontaire, prémédité, commis par un groupe structuré. Puis, au début de l'année 2026, elle est passée entre les mains d'une juridiction qui n'existait pas quelques mois plus tôt. Le 5 janvier 2026, le parquet national anticriminalité organisée est entré officiellement en fonction. Créé par la loi du 13 juin 2025, installé à Paris, dirigé par la magistrate Vanessa Perret, il est conçu sur le modèle du parquet national antiterroriste et du parquet national financier. Il dispose d'une compétence nationale concurrente. Il peut se saisir des dossiers les plus complexes, ceux qui impliquent un grand nombre d'auteurs, plusieurs ressorts géographiques ou une dimension internationale. Le dossier Kessachi coche toutes les cases. Il devient l'un des symboles de ce nouveau parquet. Et l'enquête, il faut le dire, avance. Le 23 mars 2026, plus de 4 mois après les faits, 10 personnes sont interpellées au petit matin par la police judiciaire dans les Bouches-du-Rhône et dans l'Hérault. Elles sont placées en garde à vue. À l'issue de cette première vague, 6 d'entre elles sont mises en examen et écrouées, suspectées d'avoir participé à l'assassinat. À l'été 2026, une seconde vague conduit à 4 nouvelles interpellations, menées conjointement par la police judiciaire de Marseille et par l'Office central de lutte contre la criminalité organisée. 4 nouvelles mises en examen, 4 nouvelles incarcérations. Au total, une dizaine de personnes se retrouvent entre les mains de la justice. Selon les éléments rapportés par la presse, 3 des suspects interpellés lors de cette seconde vague seraient considérés comme des logisticiens, des hommes soupçonnés d'avoir participé à l'organisation matérielle du crime ou aux actes commis après les faits. 3 d'entre eux étaient déjà détenus pour d'autres procédures liées à la criminalité marseillaise. Le 4e serait, selon les mêmes sources, un exécutant engagé pour tuer. Un détail rapporté par la presse mérite qu'on s'y arrête, parce qu'il en dit long sur la froideur méthodique de ce type d'opération. Ce n'est pas le 13 novembre que le guet aurait commencé. Ce serait la veille. Un homme se serait posté près du domicile familial, en vain. Le crime n'aurait été commis que le lendemain. 2 jours.
2 journées de repérage, de patience, d'attente, pour un jeune homme de 20 ans qui n'avait strictement rien fait. On mesure là ce que signifie le mot préméditation. Et l'on mesure aussi ce que signifie l'absence de protection. Pendant que la mécanique se mettait en place autour d'un domicile marseillais, personne n'était là pour la voir. Il faut ici redire avec insistance ce que le droit exige. Tous ces hommes sont mis en examen. Aucun n'a été jugé. La mise en examen n'est pas une condamnation. C'est un acte de procédure qui signifie qu'il existe des indices graves ou concordants. Le commanditaire présumé conteste, lui, toute implication. La présomption d'innocence n'est pas une politesse juridique que l'on accorde quand cela nous arrange. C'est ce qui sépare une démocratie d'une meute. Et si nous refusons cette ligne, alors nous ne valons pas mieux que ce que nous dénonçons. Ce que l'on peut dire en revanche, sans hésitation, c'est ce que l'enquête a révélé de la structure du crime. Et cette révélation, elle, est publique. Car au printemps 2026, une nouvelle hypothèse est apparue dans le dossier, et elle change la nature même de l'affaire. Selon les informations rapportées par plusieurs médias, les enquêteurs privilégieraient désormais la piste d'une erreur de cible. Autrement dit, les tueurs auraient visé Amine. Ils auraient tué Mehdi. Il faut prendre une seconde pour réaliser ce que cela implique si cette hypothèse se confirmait devant une cour d'assises. Cela signifierait que la France a connu, en novembre 2025, une tentative d'assassinat contre un militant civil, contre un homme dont le seul crime était de parler publiquement du narcotrafic. Cela signifierait que ce projet criminel était connu des services depuis l'été. Cela signifierait qu'il a été exécuté malgré cette connaissance. Et cela signifierait qu'il a atteint, par erreur, un garçon de 20 ans qui se garait devant une pharmacie. Aucune des deux hypothèses n'est rassurante, d'ailleurs. Si Mehdi Kessachi a été tué pour intimider son frère, alors la criminalité organisée française a franchi le seuil du terrorisme criminel. Elle frappe des innocents pour faire taire des voix. Si Mehdi Kessachi a été tué par erreur, alors elle a franchi le seuil de l'incompétence meurtrière. Elle tue des innocents parce qu'elle vise mal. Dans les deux cas, le résultat est identique pour le pays. Un citoyen sans histoire est mort dans une rue de la deuxième ville de France, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec sa propre vie. Et dans les deux cas, la question demeure, où était la République ? Une dernière observation sur cette enquête, et elle est importante pour être juste. Le travail accompli par les policiers marseillais, par l'Office central de lutte contre la criminalité organisée, par les magistrats du nouveau parquet national, est un travail sérieux. Une dizaine d'interpellations en quelques mois dans un dossier de commandite criminelle, c'est un résultat que beaucoup de pays n'obtiendraient pas. La procureure a publiquement dit vouloir des investigations rapides pour permettre à cette famille d'être en sécurité. Mais reconnaître cela, ce n'est pas absoudre le système. C'est précisément ce qui rend le dossier insupportable. L'État français est capable de mobiliser des dizaines d'enquêteurs, une juridiction nationale, des moyens techniques considérables. Après, il est capable de retrouver ceux qui ont tué. Après, il est capable de protéger une famille. Après. Ce dont il n'a pas été capable, c'est d'empêcher. Et la justice, aussi efficace soit-elle, ne ressuscite personne. Ce qui s'est passé dans les jours suivants a été, à sa manière, l'une des plus belles choses que la France ait produites depuis longtemps, et l'une des plus révélatrices. Le samedi 22 novembre 2025, une marche blanche part du rond-point où Mehdi Kessachi a été assassiné. Elle a été appelée par la famille, relayée par l'association Conscience. Les participants sont invités à s'habiller en blanc. La marche est silencieuse. Ils seront environ 6 000. 6 000 personnes derrière une banderole réclamant justice pour Mehdi. 1 minute de silence. Des mains levées, en signe de refus. Des responsables politiques de tous les bords, présents dans le même cortège. Ce qui, dans la France de 2025, relève presque du miracle. Et le même jour, dans une vingtaine d'autres villes du pays, des rassemblements similaires. Il faut regarder cette image en face, parce qu'elle contient un message très précis. Ces 6 000 personnes ne sont pas descendues dans la rue pour réclamer la vengeance. Elles sont descendues pour réclamer l'État. Elles n'ont pas demandé le droit de se défendre elles-mêmes. Elles ont demandé qu'on les défende. C'est très exactement l'inverse de ce que produisent, ailleurs dans le monde, les pays qui basculent vraiment dans la loi des cartels. Là-bas, quand l'État disparaît, la population se tourne vers les milices. Ici,
Elle s'est tournée vers la République. Cela veut dire que la France dispose encore d'un capital de confiance. Et cela veut dire qu'elle est en train de le dépenser. La réponse institutionnelle, elle, a été rapide et visible. Une réunion d'urgence est convoquée à l'Élysée. Le président de la République appelle à amplifier la lutte contre le narcotrafic. Le gouvernement parle d'un point de bascule. Le 20 novembre, le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux se rendent ensemble à Marseille pour rencontrer la famille et les autorités locales. À l'Assemblée nationale, où les obsèques du jeune homme se tiennent au même moment, les députés de tous les bancs se lèvent pour lui rendre hommage. Les membres du gouvernement se lèvent également. Un hommage unanime dans un hémicycle qui n'est unanime sur rien. Et à cette occasion, dans le débat parlementaire, une phrase est prononcée, qui vaut plus que tous les communiqués. Une députée déclare, en substance, que si la vie de Mehdi a pu être arrachée, c'est parce qu'il n'a pas été protégé, alors que l'État savait qu'Amine et sa famille étaient menacés. Voilà. Cela a été dit publiquement au Parlement français et c'est consigné dans les comptes rendus officiels. Le gouvernement répond que la famille Kessassi est désormais protégée et que tous ceux qui seront menacés par les trafiquants bénéficieront, d'une façon ou d'une autre, de la protection de la République. D'une façon ou d'une autre. Retenez cette formule. Elle est diplomatique, elle est prudente et elle est terrifiante de vide. Car une protection, cela ne se décrète pas dans un hémicycle. Cela se budgète, cela s'organise, cela se planifie, cela s'inscrit dans une doctrine écrite, avec des critères, des seuils de déclenchement, des effectifs dédiés et des moyens humains. Sinon, ce n'est pas une politique publique, c'est une intention. Et pendant que Paris parlait, Marseille continuait. Le jour même des obsèques, un autre homme était tué par balle, dans un secteur proche. La ville n'a pas fait de pause. Le marché n'a pas fait de pause. Ce n'est pas de la provocation, c'est simplement que le trafic ne s'arrête jamais. Parce que la demande, elle, ne s'arrête jamais. Cette demande, c'est nous. Ce sont les consommateurs français, dans toutes les catégories sociales, dans toutes les villes, y compris les plus paisibles, y compris les plus bourgeoises. Ce n'est pas une excuse sociale, c'est une mesure. La mesure exacte de la taille du marché que l'État a laissé prospérer. Que reste-t-il aujourd'hui de ce point de bascule? Un nouveau parquet national, en fonction depuis janvier 2026. Des quartiers pénitentiaires de haute sécurité. Une loi votée, avec des outils patrimoniaux réels. Des interpellations, des mises en examen. Une enquête qui progresse. Ce n'est pas rien, et il faut être honnête, ce n'est pas rien. Mais il reste aussi 3000 points de vente sur le territoire. Il reste des milliards d'euros qui circulent. Il reste des adolescents que l'on recrute par téléphone. Il reste des ordres qui, selon les enquêteurs, partent de cellules de prison. Et il reste, pour les familles menacées de ce pays, la même question sans réponse. Si nous parlons, qui nous protège? Amine Kessassi, lui, n'a pas cessé. Il l'a dit publiquement, dans les jours qui ont suivi la mort de son frère, il ne se tairait pas. Il a continué à parler de la violence du trafic, de son emprise, de la lâcheté de ceux qui commandent les crimes sans jamais tenir l'arme. Lors des élections municipales suivantes, il a été élu au conseil municipal de Marseille et est devenu adjoint au maire. Un homme de 23 ans qui a perdu 2 frères et qui entre dans l'institution plutôt que de la fuir. Le narcotrafic a voulu produire du silence. Il a produit un élu. C'est peut-être la seule bonne nouvelle de tout ce dossier. Et elle ne doit surtout pas nous consoler. Il faut maintenant prendre de la hauteur. Et regarder ce dossier pour ce qu'il est vraiment. Non pas l'histoire d'un crime, mais le procès-verbal d'une faillite. Commençons par l'institutionnel, puisque c'est le cœur. Un État moderne repose sur un contrat très simple. Si simple qu'on ne le formule presque jamais. Le citoyen renonce à se faire justice lui-même. Il renonce à s'armer. Il renonce à la vengeance. Et en échange, l'État lui garantit sa sécurité et celle des siens. C'est tout. Ce n'est pas de la philosophie politique abstraite. C'est le fondement de tout le reste. Sans cette garantie, il n'y a plus d'impôt légitime, plus de justice légitime, plus de loi légitime. Il ne reste qu'une administration qui prélève et qui n'assure pas. Le 13 novembre 2025, dans le 4e arrondissement de Marseille, une moitié de ce contrat a été rompue. Pas par un ennemi étranger, pas par une catastrophe naturelle, par une organisation criminelle qui vend de la drogue et dont l'État connaissait l'existence,
dont il connaissait les chefs présumés, dont il détenait certains d'entre eux derrière ses propres murs et dont il avait écrit, noir sur blanc, à l'été, qu'elle projetait de tuer. Une administration qui sait, qui écrit, qui ouvre une procédure, et qui n'empêche pas, n'est pas une administration malchanceuse. C'est une administration qui a arbitré. Et un arbitrage rendu sans le dire, sans le voter, sans l'assumer devant les citoyens, ce n'est pas de la gestion. C'est de la dissimulation par l'inertie. Passons aux politiques, parce que c'est là que se joue le mensonge le plus confortable. Depuis 20 ans, la France traite le narcotrafic comme un problème de sécurité publique. Elle a donc répondu avec des outils de sécurité publique, des opérations coup de poing, des chiffres d'interpellation, des visites ministérielles, des annonces, des lois. Chaque gouvernement a fait la sienne. Chaque ministre a eu son plan. Chaque plan a eu son nom. Or, le narcotrafic n'est pas un problème de sécurité publique. C'est un problème économique doublé d'un problème d'État. Un marché de plusieurs milliards d'euros par an, employant des dizaines de milliers de personnes, structuré par des organisations qui investissent, blanchissent, recrutent, sous-traitent et se financent. Cela ne se combat pas avec des opérations de communication. Cela se combat comme on combat une économie parallèle, en asséchant sa trésorerie, en confisquant son patrimoine, en poursuivant ses intermédiaires légaux, en frappant ceux qui, dans l'économie officielle, acceptent son argent sans poser de questions. Et c'est là que le politique bute sur une réalité qu'il n'aime pas nommer. Frapper les points de deal, c'est populaire, visible, et cela ne dérange personne d'important. Frapper l'argent, c'est invisible, lent, technique, et cela finit toujours par déranger quelqu'un. Un notaire, un promoteur, un intermédiaire, une banque, une collectivité. Voilà pourquoi, depuis 20 ans, on a 1000 fois plus investi dans la première stratégie que dans la seconde. À qui profite que rien ne change? La réponse la plus honnête est aussi la plus désagréable, à beaucoup plus de monde qu'on ne veut le croire. Elle profite à tous ceux qui touchent, en bout de chaîne, un fragment de ces milliards. Elle profite à ceux qui préfèrent une politique visible à une politique efficace. Elle profite à ceux qui, à chaque assassinat, trouvent un coupable idéal, un quartier, une origine, une immigration, et évite ainsi d'avoir à examiner un bilan comptable. Et c'est ici qu'il faut être d'une clarté absolue, parce que la tentation est immense et qu'elle empoisonne le débat français depuis des années. Ce dossier n'est pas une histoire d'origine, il n'est pas une histoire de communauté. Ceux qui vous expliqueront que Mehdi Kessachi est mort à cause d'un groupe humain vous mentent, et ils vous mentent parce que cela leur évite de compter. Le trafic n'a pas de nationalité, il a un chiffre d'affaires. La demande n'a pas d'origine, elle a une carte bancaire. Les organisations criminelles ne recrutent pas selon une culture, elles recrutent selon un salaire. Et l'homme qui est mort ce jour-là, comme les 6000 personnes qui ont marché en blanc derrière son nom, comme le frère qui a refusé de se taire et qui siège aujourd'hui au conseil municipal de sa ville, sont français, marseillais et exactement du côté de la République. Le vrai clivage de ce dossier ne passe pas entre des groupes de population. Il passe entre ceux qui profitent du système et ceux qui le subissent. Et la seule frontière qui compte est celle-là. Venons-en à l'économie, une dernière fois, parce que c'est là que tout se noue. Souvenez-vous des ordres de grandeur. Un seul réseau marseillais dans une seule cité, environ 16 500 000 € par an. Le marché national, 3,5 milliards d'euros au minimum. Peut-être le double, peut-être davantage. 240 000 personnes qui en vivent, directement ou indirectement. Environ 3 000 points de vente. Et en face, le prix d'une vie humaine sur le marché du contrat criminel. Quelques milliers d'euros, parfois moins. C'est cet écart, ce gouffre entre ce que rapporte le silence et ce que coûte un assassinat, qui explique tout. Tant que ce rapport restera ce qu'il est, il n'y aura pas de raison rationnelle pour une organisation criminelle de cesser de tuer. On ne moralise pas un marché, on le rend non rentable ou on le laisse prospérer. Il n'y a pas de troisième option. Alors la question à poser à chaque responsable public, à chaque ministre, à chaque candidat, n'est pas « Combien de policiers avez-vous envoyés ?» Elle est « Combien d'euros avez-vous saisis ? Combien de biens avez-vous confisqués ? Combien de sociétés écrans avez-vous fermées ? Combien de patrimoine avez-vous démantelé ? Et surtout, où sont passés les milliards ? Reste l'humain, et il faut finir par là.
parce que c'est par là qu'on a commencé. Il y avait, le 13 novembre 2025, un jeune homme de 20 ans qui se garait devant une pharmacie. Il n'avait pas de casier, il n'avait pas d'histoire. Il préparait un concours pour entrer dans la police nationale. Autrement dit, il s'apprêtait à consacrer sa vie à défendre exactement l'État qui n'a pas su le défendre. Il s'appelait Mehdi Kessachi. Ce n'est ni un symbole, ni un chiffre, ni un dossier. C'est un fils, un frère, un garçon de 20 ans, et sa famille vivra avec ce vide pour toujours. Ce que ce pays lui doit, ce ne sont pas des minutes de silence, ce ne sont pas des hommages debout dans un hémicycle, ce ne sont pas des marches blanches, aussi dignes soient-elles. Ce qu'il lui doit, c'est de rendre impossible que cela recommence. Et cela ne se fait pas avec des mots. Cela se fait avec des budgets, des effectifs, des saisies, des doctrines écrites et des protections qui existent avant le drame et non après. Parce que la vérité de ce dossier tient en une ligne, et je veux que vous la gardiez. L'État savait, il n'a pas empêché, il a protégé après. On ne vous a pas raconté des monstres, on vous a montré un système qui a lâché. Alors je vous pose la question, et je la pose sérieusement, parce que je n'ai pas la réponse et que je crois que personne ne l'a encore. Un État qui demande à ceux qui dénoncent le crime organisé de quitter leur ville plutôt que de retirer la menace, protège-t-il encore ses citoyens ou organise-t-il, sans le dire, leur silence? Et la vraie question n'est pas qui a tiré ce jour-là. La vraie question est à qui profite que rien ne change? Dites-le moi en commentaire, je lis tout et j'attends vos analyses, surtout celles qui contredisent les miennes. Si ce dossier vous a fait voir l'ampleur du problème, soutenez la chaîne, un like, un abonnement. Ce n'est pas un rituel, c'est ce qui permet à ce type d'enquête d'exister sans dépendre de personne. Partager, c'est permettre à plus de gens de comprendre comment fonctionne la machine, et une machine que l'on comprend est déjà une machine que l'on peut démonter. Dans le prochain dossier, nous entrerons dans la guerre qui déchire Marseille depuis 3 ans, la DZ Mafia contre les Yoda. 2 organisations, une ville, et un décompte de morts que plus personne ne tient. Nous suivrons l'argent, comme toujours, jusqu'à ceux qui n'apparaissent jamais dans les fusillades, mais que l'on retrouve, invariablement, dans les bilans. Ici, on n'enquête pas sur des monstres. On démonte un système qui a lâché. À très vite dans le prochain dossier.